Oui, bonjour, je m'appelle Richard. Vous venez de louer sur la plateforme de Yescapa donc ce véhicule, un puzzle de WinPlus à motricité renforcée. Voilà, et je vous en remercie. Et j'ai fait cette vidéo afin que vous puissiez prendre en main le véhicule avant même que l'on se rencontre. Ça vous permettra de vous familiariser avec les équipements, avec l'intérieur, avec les règles de sécurité qui sont nécessaires de connaître avant de partir en escapade avec. Donc déjà une chose importante à connaître, c'est les dimensions du véhicule. Donc c'est un véhicule qui fait 6 mètres de long. Donc ça, quand on roule, il faut bien faire attention effectivement dans les tournants, dans les rues, les bords de trottoir. Il faut prendre des virages bien larges, bien utiliser les rétroviseurs pour s'assurer que sur les côtés ça passe bien. Les rétroviseurs sont bien faits pour ça, donc on a une bonne visibilité, il faut prendre son temps, il faut regarder, il ne faut pas rouler trop vite, sinon ça coûte vite très très cher. Les dimensions qui nous intéressent vraiment quand on roule, c'est la largeur et la hauteur. Donc ce véhicule en hauteur fait 2,70 m et en largeur, sur la route, comptez 2,60 m. Voilà, donc sachez que si vous êtes sur la route, qu'il y a des ponts, qu'il y a des obstacles, etc., ils sont généralement très très bien signalés. On vous fournit également un GPS qui est équipé et programmé, adapté aux dimensions du véhicule, poids et taille. Donc voilà, si le GPS vous signale que la route n'est pas forcément adaptée à votre véhicule, voilà, à vous d'en tenir compte. Et si vous l'empruntez, d'être très très vigilant. Voilà. On met même à disposition un mètre à l'intérieur, un petit mètre qui vous permet, si vous avez un doute, de mesurer les largeurs et les hauteurs. Voilà, donc 2,60 m de large sur 2,70 m de haut. C'est le gabarit dans lequel le véhicule peut passer sur la route à allure, j'allais dire, réduite. Dans le cas d'oubli, vous retrouverez une petite plaquette à l'intérieur du véhicule qui vous redonne les dimensions. Voilà, j'ai même pris un peu de marge, 2,75 m, et là comme ça on est nickel chrome. Voilà. Donc ce qui fait la spécificité vraiment de ce véhicule, et c'est plutôt rare sur le parc de la location, c'est d'avoir un fourgon aménagé équipé de la motricité renforcée. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la motricité renforcée? Donc c'est une adaptation qui est faite sur des véhicules de série. Donc là c'est une base Citroën Jumper qui a été intégrée par Puzzle pour tout ce qui est l'équipement intérieur qui n'est pas chez Poquelin pour l'adaptation en motricité renforcée. Ça comprend trois choses: le remplacement du différentiel, la réhausse à l'arrière et à l'avant de manière à avoir une garde au sol qui est supérieure pour pouvoir effectivement faire des franchissements un petit peu plus avec plus de sécurité et sans que ça y ait le phénomène que le bas de caisse du camion touche, et toute une plaque en inox de renfort qui est mise sous le moteur, donc à l'avant du véhicule, pour faire une sorte de ski, de manière à protéger les organes vitaux du moteur. Alors le moteur est préservé, mais pas l'arrière. Donc voilà, quand on commence à faire des touchettes sous le châssis du véhicule, dites-vous bien qu'il y a des choses qui coûtent cher, qui ne sont pas protégées et qui seront inévitablement arrachées à l'arrière. Voilà. Donc voilà, c'est des sécurités, c'est des protections. C'est pas parce qu'il y a la protection qu'il faut que ça serve à tout prix. Voilà, je vous dis, voilà. Donc ce sont des véhicules qui sont donc du 2 roues motrices. Ce ne sont pas des véhicules de franchissement, donc c'est pas fait pour faire du tout-terrain. Par contre, ce sont de très très bons véhicules qui permettent effectivement d'aller dans des chemins, d'aller dans des pentes très fortes, et vraiment de ne pas se retrouver dans des situations où on patine. Voilà. Donc le principe de la motricité renforcée, c'est donc Poquelin change le différentiel, mais un système de différentiel à glissement limité, ce qui fait que systématiquement, on a au moins 30% du couple qui est réparti sur la roue, qui a
qui garde de la motricité. Donc ça évite d'avoir le phénomène qu'on connaît sur des véhicules classiques, où il y a une roue qui patine dans le vide, et celle qui a de la motricité ne tourne pas. Voilà. Donc là, on a systématiquement toujours les deux roues qui tournent. C'est un système purement mécanique, il n'y a pas d'électronique. Ça marche en marche avant aussi bien qu'en marche arrière. Voilà, donc il n'y a strictement aucune manipulation à faire au tableau de bord. Ça se fait naturellement. Voilà, donc en fonctionnement normal, lorsque l'on roule, on peut effectivement sentir sur des routes ou surtout sur des chemins je dirais caillouteux, etc., avec du sable ou des choses comme ça, ben, un coup c'est la roue de droite qui assure la motricité, un coup c'est la roue de gauche, et on sent des à-coups dans la direction qui sont liés à ce fonctionnement. Un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche, un coup c'est les deux roues, et on a effectivement des à-coups. Alors ça améliore bien sûr énormément la motricité sur des chemins, etc. Faut savoir que c'est le système qui équipe les véhicules de l'ONF, hein, donc ils vont dans des forêts avec des véhicules classiques auxquels ils ont effectivement rajouté ce kit de motricité renforcée. Donc ça marche très très bien, mais c'est pas un véhicule tout-terrain. Voilà, j'insiste, c'est pas fait pour faire du franchissement, c'est pas fait pour faire du 4x4, parce que sinon là vous allez tout casser. Par contre, pour avoir le même sans la motricité renforcée, je vous assure, on passe vraiment à des endroits qu'on ne pourrait pas. Donc il faut vraiment le voir comme étant un organe qui vous permet d'améliorer votre sécurité. Vous voyez un petit chemin pour aller faire un petit bivouac d'une nuit, voilà, vous pouvez le prendre. Vous savez que en toute sécurité, vous ne resterez pas coincé dedans. Voilà. N'empêche que, une chose importante à savoir, c'est que ce véhicule est très lourd. Donc la motricité, c'est une chose, mais ça ne vous met pas à l'abri de vous enliser. Donc voilà, le véhicule fait plus de 3 tonnes quand vous partez. 3 tonnes sur 4 roues, ça fait plus de 750 kg sur une roue. Si vous êtes dans de la boue, etc., la motricité va faire son travail. Par contre, si il y a vraiment très haut debout, la roue va s'enfoncer. Vous allez poser le camion sur le sol, et après ce sera fini. Voilà, donc sachez que c'est pas non plus la panacée, et c'est pas non plus la réponse à tous les cas de figure. Donc si vous à un moment vous l'enlisez, il n'y a pas d'autre solution que qu'on vienne vous chercher et qu'on vienne vous tracter. Donc on fournit 2 équipements. Il y a une pelle déjà qui permet déjà des fois se désensabler, se désenliser. Ça c'est la première des choses. C'est une première réponse, et généralement si ça ne suffit pas et qu'on n'arrive pas par soi-même à sortir de la mauvaise passe dans laquelle on est, et ben on vous fournit dedans également une corde qui vous permet d'accrocher soit à l'avant, on peut mettre effectivement visser cette pièce à l'avant du pare-choc, et de trouver quelqu'un qui a soit un gros 4x4, soit mieux un tracteur, parce que tirer 3 tonnes enlisées, il faut déjà un véhicule puissant, et de pouvoir effectivement le ressortir. À l'arrière, il y a également un anneau qui est en permanence pris sous le châssis, qui vous permet à ce moment-là de mettre la corde. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu, j'allais dire, si on compare ça au vélo, la différence qu'il y a entre un vélo de route, ça c'est le fourgon normal, et le vélo tout chemin, c'est la motricité renforcée. Donc un vélo tout chemin, c'est génial dans les chemins. On peut passer dans des endroits un petit peu plus difficiles, voilà, mais c'est pas un VTT pour monter sur les rochers, etc. Voilà, donc c'est vraiment le voir comme ça, et ça améliore aussi grandement la tenue de route et le comportement routier sur des routes mouillées, sur des petites routes sinueuses, sur des routes enneigées. Sur des routes enneigées, c'est juste génial, voilà, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un véhicule, voilà, qui est sur des rails. Voilà, donc c'est vraiment très très performant, mais surtout pensez au poids du véhicule et que vous n'êtes pas à l'abri de vous enliser. Et là, si vous êtes enlisé, c'est le début de la misère. Voilà. On peut faire un rapide inventaire des choses qui sont disponibles dans la soute. On trouve déjà le kit de réparation en cas de crevaison, avec un vrai cric, les manivelles, tout le système. On en reparlera tout à l'heure comment changer une roue. La rallonge électrique qui permet de s'alimenter en 220 volts si vous êtes chez des amis sur un camping. Un jeu de chaîne adapté au fourgon, aux 3 tonnes du véhicule. Très très important, un jeu de tuyaux
Il y a deux longueurs différentes, 4-5 mètres, une petite dizaine de mètres. Et puis surtout l'ensemble des accessoires de raccordement qui permettent de pouvoir prendre de l'eau sur n'importe quel robinet avec les différents diamètres que l'on peut trouver. Et surtout l'accessoire qui est nécessaire absolument, qui permet d'aller plonger à l'intérieur de la cuve un petit morceau de tuyau pour aller se raccorder après sur une rallonge en eau. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Une petite caisse à outils avec un bidon d'huile, un entonnoir, des tendeurs, une raclette à glace, sachant que tout ce qui est gilet de sécurité, triangle de sécurité sont à l'avant dans les portières. Un petit accessoire bien pratique pour permettre de mettre les chaussures mouillées. Voilà. Quand vous rentrez de rando, vous rentrez du ski, vous posez les chaussures dedans, ça évite de mettre de l'eau plein le camion. À l'intérieur de la soute déjà, donc une table de camping, 2 ou 3 chaises selon la configuration du nombre de passagers. Le kit pour passer le véhicule en 3e lit, donc avec un matelas et une planche d'adaptation. On trouve là la manivelle du store. On fera un petit mémo sur le fonctionnement du store. Et puis donc pour le descriptif à l'intérieur de la soute, le réservoir de 100 litres d'eau à votre droite et à votre gauche le compartiment avec les 2 bouteilles de 13 kg de propane. On en reparlera tout à l'heure. Complètement au fond de la soute, on trouve en haut à gauche 3 petits robinets de coupure qui sont des robinets de coupure pour le gaz. Coupure du frigo, coupure du chauffage et coupure de la cuisinière. Donc vous pouvez très bien déceler lors de voyage une fuite sur la cuisinière gaz par exemple. Donc vous pouvez isoler la cuisinière gaz sans pour autant être en panne de chauffe-eau, de chauffage et ça ne vous empêchera pas de faire fonctionner le frigo. Voilà. Donc dans le vide-poche passager, vous trouverez donc des gilets le gilet jaune en cas d'immobilisation sur le bord de la route, ainsi que le triangle de pressurisation. Alors on va vous parler des 2 bouteilles de gaz propane. Donc à votre départ, vous partez donc avec 2 bouteilles de 13 kg, une entamée et une pleine. Tant que cela fonctionne, vous utilisez donc la bouteille qui est entamée et lorsque vous constatez que celle-ci est vide, vous avez juste à permuter de la vide à la pleine. Voilà. Donc préalablement à cette manip, vous aurez donc à fermer le gaz, même si la bouteille est vide, par précaution il reste toujours un petit peu de gaz dedans, et à changer la lyre voilà, sans avoir à déplacer les bouteilles. Voilà, donc c'est fait de façon judicieuse, de manière à ce que quand vous remènerez le véhicule, la vide est devant et ce sera beaucoup plus simple à extraire. Voilà, donc la bouteille en cours est toujours devant et la pleine est toujours au fond. Pour dévisser la bouteille de gaz, vous êtes équipé d'un petit outil qui vous permet de permuter les 2 bouteilles. Le système de gaz en France c'est un système de pas inversé. Donc pour dévisser une bouteille, il faut aller de la gauche vers la droite. Voilà. Et après ça se dévisse. Et sans rien déplacer, vous pouvez bien sûr aller la visser sur la bouteille qui est neuve. À ce moment-là, vous aurez bien sûr préalablement fermé le gaz, mais normalement la bouteille est vide, mais fermez le gaz quand même, et vous aurez à ouvrir le gaz de la nouvelle bouteille. Ce véhicule est équipé pour pouvoir rouler gaz ouvert, donc il est conforme aux normes françaises pour circuler gaz ouvert, sauf si vous prenez le bateau, là vous êtes obligé de couper le gaz, mais sinon en fonctionnement normal vous pouvez laisser le gaz des bouteilles ouvertes, parce qu'il y a 2 sécurités. Une première sécurité au niveau du détendeur, dès que vous changez la bouteille de gaz, il faut réamorcer le détendeur en appuyant sur le petit bouton vert, et là on entend un petit bruit, on sent bien que le gaz pénètre à l'intérieur de la lyre de gaz.
Et ça, c'est la première des sécurités. Vous avez la même chose si vous avez une cuisine aérogaz chez vous. L'autre sécurité, c'est le système de crash sensor qui permet en cas de choc de couper automatiquement le gaz dans le local de bouteille de gaz pour éviter d'avoir des émanations de gaz dans l'habitacle du véhicule. Le système est mécanique. Donc en cas de choc, bien sûr, mais ça peut aussi, en cas vous prenez un nid de poule très important, les secousses du véhicule peuvent être interprétées par le système de coupure de gaz comme étant un choc. Et donc comment on réamorce ce système-là? À l'intérieur, sur la droite, vous avez un petit module couleur aluminium avec un petit bouton de couleur verte à l'extrémité qu'il faut donc réarmer. Et on le réarme comment? Vous prenez par exemple une clé ou un morceau, mais la clé c'est ce qui va le mieux, puis vous l'avez avec le véhicule. Et donc il faut effectivement aller enfoncer très au fond ce petit bouton vert jusqu'à qu'on entende le déclic qui permet d'entendre que le gaz de nouveau est réactivé. Donc si ce capteur de choc est activé, le symptôme est simple, hein, c'est que vous n'avez plus de gaz dans l'habitacle. Donc ça sert à rien de changer de bouteille parce que de toute façon le problème n'est pas dans la bouteille mais il est dans le capteur de choc. Voilà. C'est très très rare qu'il se détecte, qu'il se déclenche intempestivement, mais ça peut arriver. Donc voilà, avant de rentrer, un petit topo sur les clés. On vous fait un certain nombre de clés. Donc la clé principale, c'est celle qui permet déjà de démarrer le véhicule, plus faire le plein de gasoil. Il y a 3 boutons. Un bouton central qui permet de fermer le véhicule, et un bouton en haut qui permet d'ouvrir les portes avant, et le bouton du bas qui permet de fermer la porte latérale ou les portes arrière du fourgon. Donc pour fermer la porte, fermer les portes, c'est assez simple, on appuie sur le bouton central et on entend le clac caractéristique, toutes les portes sont fermées. Si vous ouvrez la porte avant, vous appuyez sur le haut, on entend que les portes avant se déverrouillent, mais la porte arrière et les portes latérales restent fermées. Si vous voulez pouvoir entrer, il faut simplement ouvrir également les portes arrière, et là, à ce moment-là, la porte se referme, peut s'ouvrir. Ce véhicule est équipé d'un système d'assistance à la fermeture. Je vous en parle pourquoi. Parce que si la porte est mal fermée, par exemple juste comme ça, vous ne pourrez pas, et si vous essayez de fermer, vous ne pourrez pas fermer. Donc voilà. Le véhicule n'est pas équipé d'alarme, donc vous pouvez fermer avec la clé de contact. À l'intérieur, sur le tableau de bord, il y a également un bouton de fermeture manuel. Dans tous les cas, le véhicule est fermé. Simplement, quand vous entendez le clac caractéristique, c'est que le véhicule est fermé. Vous ne pouvez pas vous laisser enfermer dans le véhicule. Donc à tout moment, vous pouvez sortir par la porte latérale, la porte depuis les chambres ou également les portes du côté. Donc voilà, donc pour l'ambiance générale du véhicule que vous avez loué. Donc voilà, vous trouvez donc à l'entrée une petite tablette qui vous permet effectivement d'agrandir le plan de travail. Également la table qui permet effectivement d'être rallongée pour permettre plus de confort. Hop. Quand vous montez, donc des rangements beaucoup qui vous permettent effectivement de mettre vos affaires, du rangement au-dessus de la cabine, du rangement au-dessus de la cuisine avec toute la vaisselle, nous fournissons toute la vaisselle, les rangements avec les placards, donc voilà, les placards avec les couverts, voilà, tout ce qui est casserole, etc. Vous trouvez donc énormément de places de rangement. Pour les lumières, donc vous avez la lumière du plafonnier, voilà.
vous avez, on va en reparler, donc vous avez des prises électriques si vous êtes raccordé sur du 220 volts, hein, vous avez une prise au-dessus de l'évier. Vous avez également des prises électriques soit raccordées à l'onduleur, mais on va en parler, mais également si vous êtes raccordé sur du 220 volts, la prise brillante est également utilisée pour ça. Rangement toujours, un grand placard qui vous permet de mettre les denrées alimentaires. Donc le frigo de 90 litres qui vous permet effectivement, avec un petit compartiment freezer, qui vous permet de mettre au frais toutes vos denrées. Donc le grand lit de 160 par 195 que nous vous préparons, hein, donc avec couette, housse de couette, etc. Les oreillers, tout sera préparé pour votre départ. Et donc le coin salle de bain avec donc la douche, le WC, son lavabo, voilà, qui est, on vous fournit le papier toilette, ce qu'il faut pour faire fonctionner les WC. Donc à votre départ, le véhicule est plein, vous avez l'eau est chaude, donc vous êtes complètement autonome. Vous avez juste à charger vos affaires et à signer les contrats et à partir. Voilà. Donc dans la partie chambre, donc vous avez effectivement également des grands rangements au-dessus de l'espace chambre qui vous permettent de mettre vos affaires, etc. Voilà, il y a également un petit lanterneau au-dessus, un puits de lumière. Voilà, tout est sur LED de partout, donc vous pouvez vous avez de la lumière de partout. Vous avez également dans l'espace chambre une prise double prise USB pour pouvoir recharger tablette, téléphone portable, etc. Voilà, donc voilà le coin lavabo, le coin évier, la cuisinière de feu et le poste de conduite. Des fenêtres, y compris l'habitacle, sont équipées de stores Remis comme ça, et qui permettent donc d'être chez soi quand la nuit tombe. Voilà. Bon, il faut démonter effectivement la ventouse du GPS, du support du GPS. Et également l'ensemble des fenêtres sont équipées de stores ou de moustiquaires. Voilà. Y compris également l'extérieur, qui est également équipé d'une grande moustiquaire qui permet de fermer l'habitacle et de le protéger contre les moustiques. Parce que les petites nuits étoilées, c'est sympathique avec la lumière à l'intérieur, mais l'été vous êtes attaqué par les moustiques. Vous avez à l'entrée un petit sac qui permet de faire le tri pour mettre vos déchets, par exemple. Donc au niveau des fenêtres, partout, hein, c'est le même principe. Soit vous occultez, soit vous mettez la moustiquaire. Ou vous pouvez faire également un mixte entre les deux. Les fenêtres, il y a deux systèmes pour les ouvertures. Soit un système avec on ouvre, voilà, et on règle et on serre pour que la fenêtre reste ouverte. Ou un système comme on va voir avec des cliquets. Sachant que toutes par contre on sont sur le même principe. Elle est soit complètement fermée, soit il y a une position intermédiaire, donc la fenêtre est fermée, mais il y a un peu d'air qui peut passer, parce qu'il y a un joint entre les deux. Voilà. En fonctionnement sur la route, on roule fenêtre fermée. Seules les fenêtres de l'avant peuvent être ouvertes. Donc on roule fenêtre fermée, lanterneau fermé. Et donc on a également ce système de fenêtres, comme la fenêtre de la cuisine, la fenêtre de la salle de bain, ou la fenêtre du salon, qui sont avec un système de cliquet. Donc effectivement on ouvre,
et on clique et ça s'arrête à la hauteur qu'on veut. Voilà, pour refermer, il faut le monter au plus haut et le laisser redescendre. Voilà. Et toujours soit position fermée, soit position intermédiaire avec un filet d'air qui peut passer entre la fenêtre et le montant de la fenêtre. Donc un petit topo sur le lanterneau qui vous permet d'avoir de l'air, de la lumière, etc. Donc déjà, comme tout l'ensemble des vitres du véhicule, il est avec la double fonction, soit occultant, soit j'allais dire par insecte, par moustiquaire. Voilà, vous pouvez aussi panacher, hein. Vous pouvez tout à fait gérer ça comme vous le sentez. Et donc après le lanterneau, que ce soit celui de l'avant ou celui de l'arrière, celui-ci est avec une manivelle, celui de l'arrière est avec un système mécanique. Donc vous pouvez effectivement, en actionnant la manivelle, vous levez le lanterneau, ce qui vous permet d'avoir une convection naturelle de l'air chaud et d'évacuer l'air chaud à l'extérieur. Voilà. C'est une position à l'arrêt, c'est pas une position que l'on utilise sur la route. Donc dès lors que l'on roule, on referme le lanterneau jusqu'à son maximum. Voilà. Et une fois qu'on est au maximum, on peut refermer la petite poignée, généralement qui se met dans son emplacement, c'est que le lanterneau est correctement fermé. Il y a également l'ouverture de la porte, ça a l'air tout bête mais je préfère le dire. La porte est assez lourde, pour peu qu'on ait un peu de pente, elle est souvent dure à ouvrir. Donc vous ouvrez ici et vous ouvrez la porte. Voilà. Il y a même un petit peu plus haut une poignée qui vous permet de vous mettre dessus, mais ça n'est pas une poignée de transport, c'est pas un système pour ouvrir la porte et encore moins la fermer, c'est juste la glissière pour le store. Voilà, donc voilà, ça évite de revenir de location avec le store dans la soute. Voilà. Donc on ouvre avec la poignée et on referme avec la poignée. Alors les sièges, ils sont bien sûr, ils peuvent tourner de manière à ce que vous puissiez profiter de la position du salon. Alors pour pouvoir les tourner, il faut absolument, quand il est en position face au volant, avec la barre, avancer le siège au maximum. Voilà. Après, sur le côté, vous trouvez une petite gâchette que vous actionnez et qui permet de libérer le siège et de le faire tourner. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez effectivement régler la distance du siège à la table. Sur le siège conducteur, il faut faire attention puisque sur ce véhicule, le frein à main est entre le siège et la porte. Donc si vous reculez le siège au maximum, vous ne pourrez pas tourner puisque ça va toucher dans le frein à main. Voilà. Vous n'avez pas le problème avec le siège d'à côté qui lui n'a pas de frein à main. Mais de toute façon, s'il est trop reculé, le dossier du siège va toucher sur les montants du fourgon. Donc voilà. Donc, mais toujours même principe. On l'avance, voilà, et avec la petite manette, on va déverrouiller. Quand on a terminé et qu'on doit reprendre la route, on s'assure bien sûr que le siège est verrouillé. Voilà. Et là, il est bien verrouillé et on règle la distance par rapport au volant. Donc ce véhicule est équipé d'un système qui est très pratique quand on a des équipements qui fonctionnent sur du 220 volts. Donc il est équipé d'un régulateur 12 220 volts qui permet au total de livrer jusqu'à 500 watts de puissance. Donc avant de raccorder quelque chose, regardez bien quelle est la puissance qui est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. C'est très bien si vous avez besoin de recharger les chargeurs de batterie de votre vélo électrique par exemple, si vous avez un ordinateur portable à recharger qui néanmoins nécessite du 220 volts, ou des petits, je ne sais pas si vous avez un rasoir électrique qui ne serait pas sur batterie, si vous avez voilà, des choses qui nécessitent du 220 volts pour une utilisation. Alors souvent les chargeurs de batterie également d'appareils photo ont souvent besoin d'une prise 220 volts. Donc pour le mettre en service, c'est relativement simple, il y a une commande déportée qui est ici, sous le siège conducteur. Donc vous appuyez sur le bouton rouge, vous entendez un bip caractéristique qui vous rappelle que du coup le régulateur est en service. Vous avez une petite LED en face de power qui est allumée, et donc qui vous dessert donc du 220 volts dans deux prises de l'habitacle du véhicule, et qui sont donc les prises 220 volts qui sont de couleur marron. Voilà, donc il y en a une là sous le siège des passagers
et une autre prise marron qui est donc juste là à l'entrée, au-dessus du système de tri. Voilà, donc ça, les prises marron 220 volts sont alimentées par l'onduleur. Vous avez donc une autre prise brillante qui est ici et une autre qui est au-dessus de l'évier, qui elles sont alimentées en 220 volts si vous êtes alimenté avec la prise électrique extérieure. Donc là voilà, donc ce sont des prises 220 volts 16 ampères, les prises brillantes, voilà. Donc là vous pouvez mettre un sèche-cheveux, vous pouvez mettre des choses comme ça, mais uniquement si vous êtes raccordé sur un camping à la prise 220 volts ou si vous êtes raccordé chez les amis voilà, à la prise qui est dans leur garage. Donc sous la table du salon, vous allez trouver deux compartiments. Un premier compartiment qui est très pratique, qui vous permet de mettre des chaussures, qui vous permet d'ordinateur portable, etc. Qui est hors gel, hein, donc il n'y a pas de gel. Et un autre petit compartiment là qui accueille des équipements techniques. Donc là vous n'y allez pas, vous y trouverez un interrupteur qui est scotché, voilà, vous n'avez pas l'utilisation sauf pour les gens qui sortiront l'hiver. Voilà, c'est un système hors gel pour la cuve des eaux grises, voilà, qui permet effectivement de maintenir les eaux grises à une température supérieure à 5 degrés. Ça évite que les eaux grises prennent en bloc lorsqu'il fait donc des températures négatives, mais pour éviter effectivement des appuis intempestifs, voilà, il est scotché de manière à ce qu'on ne puisse pas l'utiliser. Donc voilà, c'est là, n'y mettez rien parce que c'est pas vraiment fait pour ça, c'est juste pour protéger les équipements électriques qui sont à l'intérieur. Le caisson qui est sous les sièges passagers, c'est ce qui donne accès à la chaudière. Donc voilà, que l'on ouvre par la trappe qui est ici. Alors normalement vous n'y avez pas accès, mais je vous le montre, où l'on trouve effectivement la chaudière qui sert à la fois pour la production de l'eau chaude et à la fois la production du chauffage. Vous avez également en dessous le système hors gel. Voilà, sachez que si vous êtes amené à voyager en l'hiver ou qu'à un moment le véhicule est stationné, que vous avez du froid, qu'il n'y avait pas de chauffage à l'intérieur, en dessous de 4 degrés de température à l'intérieur de l'habitacle, vous avez un système automatique qui se déclenche, qui va donc, ce petit boîtier en bas, avec le petit bouton rotatif bleu, va s'actionner et va automatiquement vidanger toute l'eau du véhicule, donc, y compris l'eau de la chaudière, afin d'éviter des phénomènes d'éclatement des tuyaux. Donc faudra, si ça vous arrive, faudra déjà d'une part réchauffer le véhicule, parce que sinon le système reste disjoncté, et puis après le réamorcer en appuyant sur le petit bouton bleu qui est en bas. Et après retrouver de l'eau parce qu'il vous aura quand même vidangé toute l'eau. Voilà. Mais normalement vous n'y avez pas accès, mais sachez que la chaudière est ici, donc si vous entendez des bruits de soufflerie, des bruits de combustion et tout sous le siège, c'est tout à fait normal parce que c'est là que se trouve la chaudière. Donc voilà, d'ici on observe très bien le système également de chauffage, puisque c'est un système d'air chaud pulsé qui sort donc par les buses qui sont ici. Voilà, il y en a une là, il y en a là, il y en a deux sous le salon, il y en a dans la salle de bain, donc c'est très agréable d'avoir une salle de bain qui est chauffée. Il y en a dans le passage également, il y en a dans la soute, donc la soute est également chauffée. Donc vous pouvez mettre... Alors l'espace cuisine, donc c'est relativement classique, hein, vous avez un double feu. Donc pour l'allumer, il faut simplement ouvrir le tiroir, récupérer un petit briquet ou des allumettes. Vous tournez le bouton, pour activer le gaz, vous appuyez sur le gaz et vous allumez. Voilà. Vous laissez le gaz appuyer de 3 secondes, il y a un système de protection par thermocouple, et une fois que le gaz est allumé, 2-3 secondes après, vous pouvez relâcher. Voilà. Minimum, maximum, voilà. Si bien sûr le gaz est soufflé, au bout de quelques secondes, le gaz est bien sûr coupé, donc il n'y a aucun risque d'asphyxie ou de problème de monoxyde de carbone dans ce véhicule. Voilà. Pour le couper, il faut bien sûr tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, les deux gros points noirs au sommet. Voilà. Je vous dis ça surtout avant de refermer la vitre. Voilà. Ne refermez pas la vitre avec le gaz pas éteint ou mis au ralenti.
Voilà, c'est une chose qui arrive souvent. Le verre éclate, hein, voilà. La sanction est immédiate. Pour ce qui concerne l'évier, l'évier c'est relativement classique, hein, pareil. Donc vous tournez le robinet de manière à pouvoir utiliser l'eau. Donc mitigeur eau chaude, eau froide. Nous au départ on vous fournit une éponge neuve, du produit de lavage pour la vaisselle écologique, de manière à ce que tout ce qui est rejeté, tout ce qui sort du véhicule est inoffensif pour l'environnement. Voilà. Avant de repartir en route, pensez bien à refermer le couvercle de l'évier pour ne pas le casser. Donc vous remettez la cuvette, vous refermez le capot et voilà. Donc le frigidaire du fourgon, donc déjà pour l'ouvrir il y a juste à l'ouvrir comme ça. Là on observe, il y a un petit compartiment à glaçons pour mettre, juste faire des glaçons ou mettre une brique de glace. En fonctionnement normal, il s'ouvre et il se ferme magnétiquement. Lorsque vous êtes sur la route, vous appuyez sur le bouton et là on entend un petit clic et là systématiquement la porte est verrouillée. Ça évite d'avoir la porte qui se balade lorsque l'on roule. Pour le déverrouiller, il y a un petit bouton vert, vous appuyez dessus, toc, le petit téton remonte et là on peut de nouveau ouvrir le frigo. Voilà. Donc pensez bien avant de partir d'enfoncer le petit téton pour que la porte soit verrouillée. Donc après, le principe, le frigo a 3 modes de fonctionnement. Soit on le choisit avec le bouton rotatif qui est ici, soit on fonctionne sur le 220 volts si le véhicule est raccordé à une prise de 120 volts, soit il fonctionne sur l'alternateur du véhicule lorsque vous êtes en route, vous êtes en circulation, ou alors il fonctionne au gaz. Voilà. Le fonctionnement au gaz, vous l'utilisez lorsque vous êtes en pleine campagne, quand vous êtes en bivouac, etc. Le mode à recommander, à privilégier est le fonctionnement au gaz, que ce soit sur l'alternateur du véhicule ou sur la prise de 120 volts, c'est du maintien de froid. Voilà, donc si vous voulez vraiment un frigo performant, le fonctionnement à privilégier est le fonctionnement au gaz. Voilà. Donc si on est au gaz, comment fait-on pour l'allumer? Le fonctionnement est tout simple. Vous avez le thermostat qui vous permet de décider quelle est la puissance de froid que vous souhaitez produire. Vous avez donc ce bouton rotatif de thermostat, vous pouvez l'enfoncer, vous l'enfoncez, et avec le piezo qui est à côté, vous appuyez. Voilà. Et là on entend le brûleur qui se déclenche et la flamme qui est allumée. Voilà. Donc, et après quelques secondes, on peut retirer le bouton, et là, à ce moment-là, le fonctionnement du réfrigérateur est effectif. Vous avez donc une double sécurité sur ce frigo. Donc déjà, si le gaz est soufflé, bien sûr ça s'éteint. Et la deuxième sécurité, c'est que tout ce qui est combustion, etc., s'évacue effectivement par l'extérieur du véhicule. Donc il n'y a aucune odeur de gaz, etc. à l'intérieur du véhicule. Il y a un petit témoin qui est ici à droite, qui vous permet effectivement de voir si tout va bien. Quand le frigo fonctionne au gaz et que le gaz est allumé et que tout fonctionne bien, vous avez une aiguille rouge qui est dans la zone verte, qui vous dit que tout est bien. Si le gaz se trouve soufflé, si vous tombez en panne de gaz, que la bouteille est vide, etc., il va se passer le principe suivant, c'est que là, à ce moment-là, toc, on voit la petite aiguille qui va quitter la zone verte pour aller se mettre dans le blanc, c'est que le gaz est éteint. Voilà. Donc c'est un très très bon indicateur. Si vous voyez que le réfrigérateur est en train de ne plus produire de froid, c'est que certainement soit le gaz a été soufflé, ça peut arriver quand on est dans les zones à courant d'air, ou alors que tout simplement que la bouteille de gaz est vide. Voilà. Et donc toujours pour le rallumer, donc on se met en position fonctionnement gaz, on appuie sur le thermostat, on appuie sur le petit piezo, on entend l'allumage qui s'est effectué, on relâche le bouton et là tout est opérationnel.
L'utilisation de la douche, donc la douche se trouve dans le compartiment WC lavabo, donc là où vous marchez, sur le sol, on observe là un petit trou, donc vous pouvez enlever effectivement le caillebotis sur lequel vous marchez quand vous accédez aux toilettes et au lavabo, et en enlevant le caillebotis, vous allez donc accéder au local douche. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le caillebotis, vous voyez effectivement le bac à douche qui est donc équipé de deux bondes, hein, une bonde là et une bonde également ici, de manière à ce que quand vous êtes à un endroit qui a un petit peu de pente, il y a toujours possibilité d'évacuer l'eau sur une bonde ou une autre bonde. Donc après, le fonctionnement est relativement simple. Vous avez un petit rideau. Un petit rideau de douche que vous pouvez effectivement déployer de manière à pouvoir effectivement protéger des projections d'eau le lavabo et les WC. Je vous cache pas que dans un fourgon, la douche est pratique, mais le gant de toilette et l'utilisation avec le lavabo également très très commode. Pour la douche, la paume de douche se récupère donc du lavabo. Donc on a un flexible qui est dans la colonne du mitigeur, et donc ça vous permet effectivement de pouvoir avoir effectivement la douche accessible. Ça c'est très pratique parce que vous pouvez également, si vous êtes à la plage, etc., ouvrir le petit fenestron et aller vous laver, rincer les pieds, etc. à l'extérieur du véhicule sans être obligé d'amener tout le sable à l'intérieur du véhicule. Ça c'est très très pratique, et pour ça il y a même une petite option qui est très chouette. Ça vous permet donc bien sûr d'ouvrir l'eau chaude ou l'eau froide, voilà, et puis également si vous voulez le fermer ici, vous pouvez le fermer ici, donc ça vous permet, quand vous êtes dehors, de ne pas être là à crier tiens tu m'ouvres l'eau, tu me fermes l'eau, etc. Vous êtes totalement indépendant, voilà, avec la petite gâchette là. Pensez bien à la remettre en position ouverte, parce que sinon on l'entend, la pompe ne s'arrête pas, puisque la pompe est commandée au niveau des mitigeurs. Donc là la pompe est arrêtée, la pompe est activée, la pompe est arrêtée. Et on l'entend, le problème de la pompe, c'est qu'elle fonctionne à vide. Déjà ça consomme de l'énergie, donc dans un fourgon l'énergie elle est certes renouvelable parce que vous avez des panneaux solaires, mais elle n'est pas forcément inépuisable. Voilà, donc on cherche à consommer le moins d'énergie possible. Et l'autre chose, si vous avez une pompe qui est grillée, vous n'aurez plus d'eau du tout dans le camping-car, et là c'est un vrai problème. Donc pour être sûr de ne pas avoir ce fonctionnement et ce problème, donc toujours ouvrir l'eau, et donc avec la petite targette, la laisser coincer, de manière à ce que dès qu'on ouvre l'eau, voilà, on a bien de l'eau au robinet. Voilà. Et quand tout est terminé, on rentre tout, voilà, et ça devient un robinet de lavabo normal. Voilà. Alors le WC, c'est un WC relativement classique, tout ce que l'on trouve dans les fourgons et camping-cars. La différence de celui-ci, c'est qu'il a un fonctionnement écologique, et on va en parler. Écologique pourquoi? Parce que vous trouvez dans le petit compartiment là, de quoi effectivement dégrader les matières organiques qui seront mises dedans. Donc dans ce petit bidon, il y a tout simplement des petites enzymes qu'on ira introduire à chaque nouvelle cassette, de manière à ce que les matières organiques soient dégradées et soient rendues plus liquides, de manière à permettre de vider plus facilement la caissette. Donc avant chaque utilisation, c'est tout simple, hein, on a un couvercle, on a un rabat qu'on utilise ou pas, et impérativement le trou actuellement est bouché, et avant d'utiliser le WC, on doit effectivement ouvrir avec la manette qui est sur la gauche le fond du WC. Il n'y a pas de siphon avec de l'eau comme on a à la maison. Voilà, ça sert à la fois de la trappe fermée, ça évite le reflux des odeurs, et quand on ouvre la trappe, c'est ce qui permet de tout ce que l'on va faire dedans ira tomber naturellement par gravité dans la caissette. Donc on va ouvrir la trappe des WC, on va entendre un bruit caractéristique qui est celui d'un ventilateur. Voilà. Ce ventilateur a deux effets. Le premier effet, pour permettre d'éviter que les mauvaises odeurs aillent dans l'habitacle,
puisque c'est une aspiration, donc l'air va passer par les toilettes, passer par l'orifice d'évacuation et aller à l'extérieur du véhicule. Donc le WC était mis en dépression pour éviter les mauvaises odeurs. Et l'autre caractéristique avec l'utilisation de ce produit, c'est que les petites enzymes ont besoin de nourriture, donc ça c'est ce que vous allez leur apporter, de chaleur, c'est dans un environnement qui est hors gel, donc là il y a tout ce qu'il faut, et il leur faut de l'oxygène. Voilà, donc l'oxygène sera amené par ce petit ventilateur, donc qui est très très important pour le fonctionnement global du dispositif. Terminé, vous avez de quoi essuyer, il y a un petit balai s'il y a de quoi essuyer, et il y a également sur la droite, sous le lavabo, il y a un petit jet qui permet effectivement d'avoir une petite chasse d'eau, voilà, qui permet donc effectivement de pouvoir essuyer, nettoyer les WC comme à la maison. Alors, on vous fournit, nous, avec la location, du papier toilette écologique. Je vous en parle pourquoi, parce que déjà le papier on peut le mettre dedans, c'est pas toujours ce qui sort le plus facilement, mais voilà. Par contre, le papier est écologique et ce que vous mettez dedans est totalement organique et biodégradable. Donc en gros, la dégradation se fait par ces petites enzymes. Donc voilà, ce que vous rejetez dans la nature est totalement écologique. C'est un très très bon engrais. Voilà. D'une façon générale, les caissettes se vident dans les aires de service prévues à cet effet. Mais voilà, ça reste des produits, ce qui est mis dedans n'a aucune chimie, aucun agent colorant, aucun agent désodorisant. Une fois que vous avez donc terminé, bien sûr vous refermez la petite trappe et vous refermez le couvercle et le rabat. Vous avez un petit indicateur qui est derrière sur la droite, qui vire au rouge quand la caissette est pleine. Mais quand la caissette est pleine, eh ben, on s'en aperçoit parce que quand on ouvre la trappe, on voit que ben, c'est plein. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se fier à cet indicateur, c'est juste du bon sens. Voilà. En moyenne, il faut compter à 2 personnes, la caissette elle se remplit à peu près en 3 jours. Voilà. Il y a 18 litres de capacité. Voilà. Si j'y pense, si on verra dans la vidéo suivante comment extraire et vider la caissette. Si la caissette on n'arrive pas à la retirer, c'est que justement la trappe est grande ouverte. Donc après on ne peut plus retirer le dessous, c'est sur glissière, on ne peut pas le retirer. Donc si vous n'arrivez pas à retirer la caissette, forcez pas, ne cassez pas tout, c'est juste que la trappe était ouverte. Pour accéder à la cassette des WC, donc elle se trouve dans ce compartiment rectangulaire qui est marqué SOC dessus. Donc toujours la même clé qui vous permet donc d'accéder et de déverrouiller. Donc vous déverrouillez, la claque, et à ce moment-là vous accédez à la caissette. Le petit tuyau qui vous permet effectivement de gérer le système de ventilation pour l'aération de la caissette. Donc vous avez du coup à retirer de l'extrémité et vous pouvez donc retirer la caissette de cette manière-là. Donc voilà, on a récupéré notre caissette. Donc le principe simplement c'est de la vider. Pour explication, quand vous rentrez la caissette, automatiquement il y a un système qui ouvre cette trappe. Voilà. Et ce que l'on observe là, c'est le trou des toilettes quand on est dans le fourgon. Et le fait d'actionner la manette pour le rendre utilisable, c'est ni plus ni moins que de faire ce geste-là. Et du coup, tout ce qui retourne dans les toilettes passe effectivement par ce trou-là. Voilà. Donc vous n'avez pas spécialement à l'ouvrir, c'est juste pour vous expliquer que tout tombe par gravité. Et je vous rappelle, vous pouvez même mettre le papier toilette pour autant que ce soit celui qu'on vous fournit. Donc ça rentre de par là et ça sort de par là. Donc après, c'est pas forcément le truc le plus rigolo des vacances. Donc c'est de le vider. Le vider par quel moyen? Il y a un petit bouton pour éviter le reflux que vous appuyez. Et puis par effet inverse, vous videz comme ça. Voilà. Donc l'intérêt du système qu'on utilise,
avec les petites enzymes, etc., c'est de permettre que les bactéries et les enzymes digèrent les matières organiques de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus liquides. Voilà, donc vous comprenez, ça rentre par le gros trou et ça ressort par le petit trou. Voilà. Voilà. Une fois que, si vous êtes sur une aire de service, vous pouvez bien sûr rincer une fois, bien voilà, et le vider. Voilà. Si, après voilà, c'est toujours une opération qui n'est pas toujours très facile et très glamour, mais ça fait partie du mode de vie. Donc une fois que vous avez vidangé la caissette, la même manip que pour la retirer, vous ouvrez la trappe, vous mettez la caissette préalablement, ainsi vous repensez à mettre le flexible pour la ventilation et l'aspiration, et voilà, et vous l'enfoncez voilà, bien au fond. Donc voilà, et à ce moment-là, la caissette est bien fixée et en place. Si on ferme tout, on met un coup de clé, voilà, et à ce moment-là, on peut plus ouvrir. Sachez que ça, c'est des équipements qui se volent également, hein. Donc voilà, refermez-le bien. Ce petit local vous permet aussi de mettre des chaussures, voilà, des choses comme ça. Et un petit peu de place, assez bien fait. Ça permet de mettre 2-3 trucs là si vous avez besoin de gagner un peu de place. On va passer au panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle qui est marqué POSOL, qui permet de gérer à la fois l'électricité et la gestion de l'eau à l'intérieur du véhicule. L'électricité, déjà, vous avez un bouton marche-arrêt général. Donc si vous appuyez dessus, vous entendez un petit relais qui colle et vous coupez toute l'électricité à l'intérieur de la cellule du véhicule. Voilà. Alors, chose importante, si le chauffage est actionné, le chauffage va continuer encore de fonctionner. Et si le frigo est en service, vu que le frigo, quand vous êtes autonome, est au gaz, il va également continuer de fonctionner. Voilà. Mais si vous n'avez pas d'eau robinet ou si vous n'avez pas de lumière, c'est que très certainement, malencontreusement, vous avez appuyé sur le petit bouton. Donc voilà. Il faut savoir que sur ce véhicule, vous avez 2 batteries de cellules qui sont donc sous le siège passager, qui permettent donc de doubler la capacité de batterie. Donc ces batteries sont rechargées soit par les panneaux solaires, soit par l'alternateur du véhicule quand vous roulez, soit sur la prise 220 volts quand vous avez raccordé le véhicule sur une prise de 120 volts. Voilà. Il y a donc une 3e batterie qui est la batterie qui vous permet de démarrer le matin. C'est la batterie proprement dit du camion, qui elle est rechargée soit par l'alternateur, mais qui est également rechargée par la prise de 120 volts si vous êtes par exemple stationné longtemps sur un camping. Ça évitera le problème d'autodécharge de la batterie et après avoir été immobilisé plusieurs semaines de ne pas pouvoir démarrer le matin. Donc voilà. Donc, sachant que l'une ne recharge pas l'autre, donc vous pouvez très bien être en panne de batterie de cellule, ça ne vous empêchera pas de démarrer le matin. Et c'est pas parce que vous êtes en panne de batterie sur le véhicule que vous n'avez plus d'électricité à l'intérieur de la cellule. Voilà. Mais, voilà. Alors, faut savoir que panneau solaire plus double batterie de cellule, la probabilité de tomber en panne d'électricité est quand même extrêmement minime. Donc pour tester la tension de batterie, pour voir si tout va bien, sur le panneau de contrôle, vous avez complètement en haut à gauche, complètement en haut un petit bouton, vous appuyez dessus, et là vous avez un petit bar graphe qui va de 11 volts 6 jusqu'à 13 volts 5, voilà, et qui vous donne la tension aux bornes des batteries de cellules. Donc là, quand vous avez donc vert, c'est que tout va bien. 13 volts 5, c'est qu'on sait, là aujourd'hui, la journée est lumineuse, donc les panneaux solaires sont en train de recharger la batterie. Dès que le soleil va se cacher, ou cette nuit, ou ce soir, la batterie va retomber à 12 volts 3, donc qui est la tension normale au bord d'une batterie correctement chargée. Voilà. Si à un moment vous tombez sur 12 volts, voilà, sachez que la batterie commence à être à peu près déchargée à 50% et qu'il faut commencer soit à réduire sa consommation, soit à se dire qu'il faudrait commencer à la recharger, ce qui va se passer naturellement quand vous allez rouler, ou ce qui va également où vous rechargez, ou, voilà, ou alors vous êtes peut-être à un endroit où les panneaux solaires ne fonctionnent pas bien parce que vous êtes à l'ombre, vous êtes mis sous un arbre ou des choses comme ça. Pour l'eau,
on a deux cuves, donc une cuve de 100 litres d'eau qui est donc à l'arrière sous le matelas, 100 litres d'eau potable, et vous avez 92 litres d'eau grise dans une cuve qui est sous le camion, qui récupère les eaux du lavabo, de la douche et de l'évier. Voilà. Donc pour connaître quelle est la capacité restante d'eau, vous avez toujours sur le même panneau de contrôle, si on appuie sur le bouton du milieu, voilà, on voit effectivement 25%, c'est-à-dire que la cuve a 25% d'eau, donc 25% sur 100 litres, il reste au moins 25 litres d'eau. Voilà. Si vous appuyez sur le bouton du dessous, ça vous aurait donné, si elle était remplie, la quantité d'eau qui est effectivement allée dans la cuve. Donc là, on n'est pas dans une utilisation, je dirais, l'utilisation de la vidéo, une utilisation normale. S'il ne vous reste plus que 25% d'eau dans la cuve, c'est que certainement 75% de l'eau et maintenant dans les eaux grises, voilà. Mais là, la cuve effectivement a été vidée, et là c'était juste pour la démonstration de la vidéo. Donc voilà. Donc c'est bien de vérifier régulièrement les quantités d'eau potable disponibles, et également de voir effectivement si la cuve ne doit pas être vidée, sachant que toute l'eau de la cuve des eaux propres peuvent bien sûr en utilisation finir dans la cuve des eaux usées. Déduction faite de l'eau pour la cuisine, ce que vous avez rempli pour les gourdes, ce genre de choses. Voilà. Si on aborde le chauffage, donc c'est le bouton qui est à côté, Truma. Donc un bouton rotatif qui permet de régler le thermostat du chauffage, et une bague rotative dessous qui permet soit il y a un petit regard en face du zéro, soit de couper la chaudière, soit si on tourne d'un cran et on le met en face du 40 degrés, d'avoir de l'eau chaude à 40 degrés. Si on tourne encore d'un cran, d'avoir de l'eau chaude à 60 degrés. Voilà. Et là on entend la chaudière qui se déclenche, puisque effectivement la consigne de température dans le cumulus d'eau chaude n'est pas celle qui est indiquée. Vous avez également, quand l'obscurité est un peu plus importante, on voit donc une LED verte qui est éclairée, qui vous dit que la chaudière est en service, et une LED orange qui vous indique que la température de consigne n'est toujours pas atteinte. En l'occurrence, voilà, et on vient d'entendre la chaudière qui vient de se déclencher. En l'occurrence, on a eu à demander là de l'eau à 60 degrés. Les 10 litres d'eau qui sont présents dans le cumulus de la chaudière sont à la température ambiante. Donc voilà, donc tant que la température ne sera pas atteinte, la petite LED va rester orange. Voilà. Si vous n'avez plus besoin d'eau chaude, voilà, vous repassez par le 40 et vous repassez par le 0, et la chaudière va automatiquement se couper. Voilà. En fonctionnement, quand vous roulez, il est bien de couper la chaudière. Ça évite d'avoir des dysfonctionnements parce que le gaz va se trouver soufflé, etc. par les turbulences de la route. Donc en fonctionnement normal, quand on roule, il est bien de couper la chaudière. Ensuite, si vous avez besoin de chauffage, voilà. Donc si vous avez besoin de chauffage, toujours la même bague rotative. Vous la descendez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vous descendez d'un cran vers le bas. Donc soit en face de la petite flamme, donc là ça veut dire que vous allez avoir du chauffage, et vous choisissez la température de chauffage avec le petit thermostat rotatif, voilà, qui est gradué de 1 jusqu'à 6. Si le thermostat est à 3, sachez que la température dans l'habitacle sera environ de 22 degrés. Pour la nuit, mettez-le à 1. C'est plus qu'une position hors gel, c'est environ 12 degrés dans le véhicule. Voilà, donc ça vous permet d'être sûr qu'il n'y aura pas de descente de température inférieure à 12 degrés, avec des risques de protection de la chaudière et de vidange intempestive du réservoir d'eau. Voilà. Une dernière position qui est la position avec la petite flamme plus 60 degrés, c'est la position qui vous permet à la fois d'avoir du chauffage et à la fois d'avoir de l'eau chaude à 60 degrés. Voilà, donc il n'y a pas de position chauffage plus au mitigé, au tiède. L'eau est tout de suite très très chaude, hein. Et sachez que 60 degrés c'est un bon 60 degrés. Voilà.
Une fois que vous repartez, etc., et que vous reprenez la route, il est toujours de bon ton de couper la chaudière et de le repasser par le zéro. Voilà. Si vous tombez en panne de gaz, la petite LED orange aura un clignotement caractéristique d'émettre plusieurs impulsions. Voilà, c'est que certainement vous êtes tombé en panne de gaz et donc du coup le chauffage ne peut plus fonctionner ou la chaudière ne peut plus non plus produire l'eau chaude. Voilà. Juste un rapide chiffre, vous partez, vous mettez la chaudière en route pour avoir de l'eau chaude. Il faut compter environ une dizaine de minutes pour avoir les 10 litres d'eau chaude à 40 degrés. Et après, c'est un système de maintien. Donc une fois que la cuve est à température et que vous tirez de l'eau, vous avez de l'eau chaude en permanence et en quantité. Hein. Voilà. Et l'eau dans le cumulus, c'est également calorifugé. Donc une fois que l'eau a été chaude, ça reste même relativement chaud, j'allais dire une journée sans problème. Donc vous pouvez avoir de l'eau chaude le matin pour le petit-déj, faire la vaisselle, couper la chaudière et le soir quand vous arrivez, remettre l'eau et vous partez d'une eau qui est quand même chaude et non pas une eau qui a refroidi. Donc après le cycle est vraiment beaucoup plus rapide pour réchauffer l'ensemble. Voilà, donc pour être tout à fait complet, je voulais vous faire voir la possibilité de passer ce véhicule en 3 personnes, donc rajouter un lit supplémentaire. Donc pour cela, il faut démonter la table. Hop, on enlève le pied qui est juste... voilà. Donc pour démonter la table, naturellement, sont dans cette position-là. Et donc vous avez juste à appuyer pour que la table puisse se déclipser. Vous les remontez et après naturellement ils vont venir se clipser dans le rail qui se trouve là en dessous. Voilà, là c'est clipsé. Vous tournez la table. Hop. Et on fixe le prolongement du lit. Voilà, de cette façon. Et on met le matelas. Voilà. Et là, donc, vous trouvez un lit pour une personne adulte qui fait la même largeur que la même longueur que le lit double, qui fait à peu près 65-70 ici de ce côté-là. Et puis voilà, ça permet de gagner un petit peu de place. Mais c'est vrai que c'est fait pour une personne. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut bien être conscient que ça immobilise l'accès vers la cabine. Et que ça, voilà, ça réduit la place, mais c'est une solution qui est tout à fait possible. Voilà, faut un peu se coordonner, il ne faut pas être trop bougeon et agité. Généralement, ce que l'on fait, c'est que le matelas et la planche d'adaptation, lorsqu'on roule en journée, on la pose sur le lit à l'arrière, de manière à ne pas encombrer la soute et puis à être obligé de tout dépiler afin de pouvoir mettre son lit le soir. Voilà. Mais sinon, ça va très très bien, c'est la même qualité de matelas et aussi confortable que l'autre. Donc voilà. Donc quand on fait tour du véhicule, rapidement on observe ces 2 grilles d'aération qui sont sur le flanc droit du fourgon. Une en haut, une en bas. Une en haut qui permet le système de refroidissement du réfrigérateur. Donc vous pouvez effectivement sentir de l'air chaud qui sort de ces grilles d'aération. C'est tout à fait normal puisque c'est par là que se fait la ventilation et l'échange thermique avec l'arrière du réfrigérateur. Voilà. Si vous observez la grille du bas, vous pourrez, en fonctionnement gaz du réfrigérateur,
entendre le bruit d'un brûleur à gaz, c'est tout à fait normal. C'est le brûleur qui permet de faire marcher le système de réfrigération. On observe un petit tuyau en plastique là qui sort, c'est pas quelqu'un qui a été rentrer un bout de tuyau dedans, c'est de ce petit tuyau que peuvent sortir les condensats du réfrigérateur. Donc il peut goûter un petit peu, ce qui est tout à fait normal, c'est que peut-être qu'il y a de la glace qui a tendance à fondre et qui sort par ce tuyau. Si vous voyez que par contre il y a un écoulement avec une flaque au sol, c'est que très certainement votre réfrigérateur n'est pas dans le bon mode de fonctionnement et qu'il est donc en train de dégivrer. Donc soit plusieurs cas de figure, soit vous êtes tombé en panne de gaz, donc là vous rentrez de balade le soir et vous voyez qu'il y a une mare d'eau, ben vous savez que la bouteille de gaz est finie, voilà, le frigo est en train de décongeler. Soit vous étiez dans une zone de turbulence et il y a eu un courant d'air qui a soufflé la flamme et du coup le frigo du coup s'est trouvé éteint, voilà, deuxième cas de figure. Ou le troisième cas de figure qui est souvent le plus fréquent, c'est vu que le système n'est pas automatique, il est peut-être dans un mode qui n'est pas adapté. Donc peut-être que vous êtes resté sur le mode route, donc rechargé par l'alternateur de la voiture, ou alors vous êtes resté sur le mode 220 volts, mais en tous les cas, il n'est pas sur le fonctionnement gaz, et c'est la raison pour laquelle le réfrigérateur est en train de dégivrer. Bon, il y a une relativement grosse masse, donc c'est pas parce que le réfrigérateur décongèle que tout ce qui est dedans est à jeter. Rassurez-vous, très généralement, tout reste bien frais. Il suffit juste de regarder, par exemple, la motte de beurre, est-ce qu'elle est encore dure, ou est-ce que, voilà, s'il y a une bouteille, est-ce qu'elle a de la fraîcheur, etc. Le seul cas qui peut être dangereux, sanitairement parlant, c'est si vous aviez des glaces dans le petit freezer qui, elles, pourraient avoir décongelé, donc ne les recongelez pas, c'est l'occasion de vous faire une pause glace et de les manger tout de suite. Voilà. Donc pour accéder aux réservoirs d'eau, c'est relativement simple, puisque il n'y a qu'un jeu de clés pour les accessoires sur ce véhicule. Donc vous tournez la clé et là, à ce moment-là, vous pouvez donc ouvrir le bouchon de réservoir d'eau. Donc c'est vraiment de l'eau. Je vois sur les forums, il y en a qui mettent le gasoil. C'est vraiment la cuve à eau. Le gasoil, on va le voir, c'est côté passager, conducteur. Donc voilà, c'est bien de là que l'on va rentrer effectivement les tuyaux pour remplir le réservoir d'eau. Vous insérez le tuyau à l'intérieur de la cuve et avec un tuyau d'arrosage ou les tuyaux qui sont dans ce que vous trouvez sur place. Sur les aires de service, généralement, on trouve des fois des tuyaux. Donc là, voilà, vous n'avez plus qu'à ouvrir le robinet de manière à remplir les 100 litres de la cuve. Le système est assez simple, il n'y a pas d'anti-débordement. Donc quand l'eau refoule, c'est que la cuve est pleine. Voilà. Donc c'est généralement un au robinet, un qui tient le tuyau et qui fait attention de ne pas se faire mouiller les pieds parce que quand ça refoule d'un coup. Le remplissage est terminé. Vous remettez le bouchon. Vous mettez un coup de clé et à ce moment-là, le système est débrayé et on ne peut plus dévisser le bouchon. Voilà. Pensez bien à refermer la clé. Ça évite qu'il y ait des petits rigolos qui vous mettent des cochonneries dans le réservoir d'eau et vous polluez votre cuve à eau. Donc à l'arrière du véhicule, si vous êtes amené à transporter des vélos, il sera équipé donc d'un porte-vélo. Donc le porte-vélo est relativement simple et classique. C'est deux vélos et il y a des systèmes de fixation qui permettent de fixer les cadres. La seule chose que je voulais vous signaler, c'est que le porte-vélo est fait pour 35 kg maximum pour les deux vélos. Donc c'est maximum 20 kg pour un vélo et la somme des deux au maximum doit faire 35 kg. Donc si vous avez un vélo qui fait 20 kg, l'autre il doit en faire maximum 15. Voilà. Ou si vous avez deux vélos de 17 kg, c'est 17 x 2, ça fait 34 kg, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si vous n'avez pas besoin de porte-vélo, par contre, il ne sera pas installé sur le véhicule. Donc vous trouverez sous la caissette des WC
l'accès à la trappe pour vider les eaux usées. Donc il y a une clé qui est à l'avant, là, qui est généralement mise sur le tableau de bord, qui vous permet effectivement d'ouvrir et de fermer les eaux usées. Donc, elle est fermée en sens d'aiguille d'une montre et elle s'ouvre en tournant dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et là on entend l'eau qui s'écoule. Voilà. Et là c'est fermé. Voilà, donc le système est relativement simple, hein, l'eau s'écoule par gravité. Et quand on tourne la clé donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on la ferme. Et quand on tourne la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà, donc on vide la cuve et tout sort par le tuyau qu'on voit ici. Voilà. Donc en fonctionnement normal, la cuve bien sûr est fermée pour éviter qu'on vous suive à la trace comme les escargots. Et vous pouvez effectivement vider sur les aires de service qui sont prévues à cet effet. Le principe généralement est assez simple. Vous avez un espèce de caniveau, une grille un petit peu en forme pointe de diamant qui vous permet de récupérer les eaux usées qui sont évacuées par les systèmes d'évacuation des camping-cars. Voilà. La trappe à carburant donc est côté conducteur. Donc vous ouvrez la trappe pour accéder à la trappe à carburant avec la clé de contact. Tac, vous tournez. Et voilà, et vous récupérez, vous enlevez le bouchon, et là vous pouvez faire le plein. Le réservoir fait 90 litres. Méfiez-vous, quand le pistolet s'arrête, c'est que c'est vraiment plein. Donc n'insistez pas, parce que vous allez vous retrouver avec du gasoil plein les pieds. Ça sent pas bon, c'est gras, et on se débarrasse pas de l'odeur. Donc voilà, et une fois que le plein est fait, vous refermez, voilà, avec la clé. Avec du diesel, hein. Voilà, pas de biodiesel, etc. Vraiment le diesel de base ou le diesel hors gel, enfin moins 20 degrés, mais voilà, du diesel seulement. Dessous vous trouverez, je vous en parle mais vous n'allez pas faire le plein, ce véhicule est aux normes Euro 6, donc il fonctionne avec un additif AdBlue, donc qui est de l'urée de synthèse qui est injecté à l'échappement pour améliorer le résultat des anti-pollution. Donc voilà, donc c'est moi qui charge le réservoir d'AdBlue. Voilà, donc si toutefois vous étiez amené à arriver en bas de cuve de l'AdBlue, d'une information au tableau de bord qui remonte que voilà, faut que ce soit rempli, mais quand il s'allume, la norme préconise que vous pouvez encore faire 2800 km. Et donc voilà, il n'y a aucune raison que vous soyez dans ce cas de figure là, mais sinon l'AdBlue voilà, s'achète il y a des pistolets AdBlue hein, dans les stations service, et puis ça s'achète aussi comme du lave-glace avec un bidon et on remplit, mais voilà, vous n'avez pas à l'ouvrir et vous n'avez pas à y toucher. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire, si vous avez l'information AdBlue qui remonte au tableau de bord, contactez-moi parce que c'est signe d'un dysfonctionnement. Voilà. Donc, pour la pression des pneus, vous retrouverez une petite étiquette d'information à l'intérieur de la porte conducteur qui vous rappelle les pressions avant et arrière. Donc côté habitacle, bon, il n'y a pas de grande spécificité. L'ouverture du capot avant, voilà. Après vous avez tout ce qui est le réglage des rétroviseurs avec un système de joystick, les vitres, la possibilité de fermer à distance, enfin depuis l'avant, les portes arrière du fourgon, tout ce qui est phare. De ce côté-là, tout ce qui est lié aux essuie-glaces. Et sur cette manette, tout ce qui est lié soit au régulateur de vitesse, soit limiteur de vitesse. C'est une boîte 6 vitesses avec la marche arrière qui se passe en tirant la petite bague. Voilà. Et naturellement, vous revenez après en première. Voilà, donc boîte 6. Vous avez la possibilité avec ce bouton de fermer depuis l'intérieur du véhicule les portes du véhicule. Donc quand vous êtes à l'intérieur le soir, si vous appuyez sur ce bouton, toutes les portes vont se fermer. Voilà. Vous retrouvez donc deux allumes-cigares
dont un avec une clé USB, mais qui ne sont activés que si la clé de contact est mise. Vous avez donc une clim qui est faite pour l'habitacle du véhicule, et ainsi que le chauffage qui est ici, c'est le chauffage de l'habitacle du véhicule. En ce qui concerne l'autoradio, donc il peut soit fonctionner avec une clé USB, il peut également fonctionner avec une jack 3.5 qui vous permet de récupérer votre musique depuis la sortie casque de votre téléphone. Et après, pour l'allumer, c'est relativement simple. En haut à gauche, vous avez effectivement un bouton. Vous appuyez brièvement dessus et hop, voilà, et l'appareil va s'allumer. C'est également le bouton marche arrêt qui vous permet de choisir la source. Est-ce que c'est une source USB? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est Spotify? Est-ce que c'est voilà. Donc voilà, et vous avez un système comme ça de auxiliaire, c'est la sortie casque ou la FM. Voilà. Il y a une connexion Bluetooth, donc vous pouvez également raccorder votre téléphone et l'appairer avec l'autoradio. Voilà, je vous laisserai la joie de découvrir dans le mode d'emploi les procédures à faire, mais le plus simple souvent c'est juste de récupérer sa clé USB ou de se connecter avec un câble jack. Et pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton, voilà, jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Voilà. Donc un appui prolongé sur le bouton marche arrêt. Donc le frein à main qui est à gauche du siège conducteur. C'est lui qui pose problème justement quand on fait les rotations du siège, parce que ça a tendance à toucher. Et puis là vous avez deux leviers qui sont celui de gauche permet de régler la hauteur à l'avant du siège, celui de droite permet de régler la hauteur à l'arrière du siège, et en jouant sur les deux ça permet de régler la hauteur générale du siège. La manip se fait uniquement si vous êtes assis dessus, parce que les ressorts sont très puissants, et là voilà, si vous voulez avoir un réglage adapté, faites-le dessus. Après les accoudoirs sont réglables avec la petite molette en hauteur, et puis après les systèmes classiques d'inclinaison des sièges. Donc si vous devez intervenir dans le capot moteur, il y a donc un petit crochet là, que lever comme ça. Et donc dans ce moteur on y trouve quoi? Donc on y trouve l'endroit pour remplir le lave-glace, d'où l'intérêt du petit entonnoir qui est dans la soute, parce que c'est pas très accessible. On y trouve la jauge à huile, sachant que le niveau d'huile est remonté au tableau de bord. On y trouve si vous avez besoin de démarrer un matin parce que vous avez un problème de batterie, il n'y a pas de cosse et de câble dans le véhicule, mais si quelqu'un peut vous en proposer. La batterie n'est pas dans le moteur, la batterie du fourgon est sous le plancher. Donc la masse pour mettre les cosses, les câbles est ici, et le plus 12 volts est ici. Donc il y a un petit cache en plastique et qui fait apparaître effectivement une grosse plaque métallique qui est le plus 12 volts. Voilà. Les véhicules sont équipés de pneumatiques pneus neige. Pensez bien à vérifier régulièrement l'état des pneumatiques ainsi que la pression, sachant qu'il y a une information qui remonte au tableau de bord si la pression n'est pas bonne. Voilà, vous partez avec un véhicule qui fait plus de 3 tonnes, donc c'est à peu près 750-800 kg par roue, donc c'est quand même des contraintes importantes. Donc voilà, donc si vous avez, ça peut arriver, si vous avez pris une ornière, si vous avez pris un trottoir, etc., vérifiez bien si tout va bien, parce que ça peut être extrêmement grave. Donc pour la pression des pneus, vous retrouverez une petite étiquette d'information à l'intérieur de la porte conducteur qui vous rappelle les pressions avant et arrière. Donc si par malheur vous êtes amené à changer une roue par crevaison, donc il faudra donc sortir du fourgon de la soute le kit de réparation. Vous munir de quoi déjà descendre la roue. On va le voir, la roue est à l'arrière sous le châssis du camion, et donc elle est tirée par un treuil, donc un système de manivelle pour descendre avec le treuil la roue et la déposer au sol. Donc pour faire cette manip, il faut une pièce d'adaptation qui est celle-ci, plus celle-ci,
plus celle-ci. Et on va aller voir effectivement comment on actionne tout ça. Le principe, c'est qu'on va aller mettre cette pièce-là au bout du treuil, et en dévissant, on va actionner le système mécanique du treuil et ça va faire descendre la roue. Donc, puisqu'on en est là, le cric, un peu particulier, c'est des crics qui sont faits pour soulever plus de 3 tonnes. Donc on verra sous le camion, il y a 2 endroits donc à l'avant et 2 endroits à l'arrière qui permettent d'aller fixer la tête du cric. Donc ce qu'il faut bien repérer, c'est qu'il y a un petit téton comme ça en acier qui ira lui rentrer dans une plaque de maintien qui est également perforée de manière à ce que le trou permettre de recevoir ce téton. Ça évite justement que le cric puisse glisser quand on le lève. Voilà. Et après, pareil, on visse avec le système de manivelle. Donc quand on regarde à l'arrière du véhicule sous le camion, donc on y voit effectivement la roue de secours qui est collée au châssis du camion par un treuil, et le treuil est actionné par cet axe ici que l'on va prolonger pour avoir un principe de manivelle. Donc on met la première pièce d'adaptation en bout de l'axe. Voilà, il y a un carré dedans, donc elle tient toute seule. Et on prend ensuite la manivelle qui viendra également prolonger cette partie. Voilà. Et après on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, et la roue va descendre. Donc une fois qu'on a tout descendu la roue au sol et qu'on a tout bien déroulé le câble, donc on extrait la roue. Voilà. Et là on trouve le câble auquel la roue était suspendue. Donc une petite vis en plastique qu'il faut dévisser. Voilà, qui va permettre de libérer le kit. Alors celui qui a inventé ça, il n'est pas dû tomber en panne un jour de pluie. Donc il y a une façon de passer voilà. Il n'y a qu'une seule façon pour que ça passe. Voilà. Voilà. Et là on a libéré la roue de secours. Donc on rentre comme ça dans le trou, hop, et on fixe la pièce comme ça. Donc pour la permute et pour la remettre, la même manip. Voilà. Et on revisse. Voilà. Et on va retreuiller. Et donc on le refixe. Voilà, et après il n'y a plus qu'à remonter la roue. Alors la méthode est un peu hardcore, mais voilà, c'est comme ça qu'on change une roue sur ce véhicule. Voilà, donc on retrouve l'explication, pour autant que ce soit une explication, dans le manuel technique du véhicule, à la page 147. Donc vous trouvez surtout également les points sur lesquels vous pourrez aller mettre sous le châssis le cric. Voilà. Donc je vous dis avec le principe d'ergot qui va rentrer sur une plaque perforée. Voilà. Donc un petit mot sur le GPS pour pouvoir le fixer. Donc le système de ventouse est un système qui, mis sur le pare-brise, on fait la dépression comme ça avec la petite targette. Donc voilà. Si ça colle mal, des fois c'est bien de mettre un petit peu d'eau aussi sur la vitre, ça ventouse mieux. Et puis après le système, on le clipse, on l'accroche en haut et on le rabat. Et c'est le petit système de déverrouillage est là. Voilà. Donc on le clipse là, et voilà. Et là ça tient tout seul.
pour l'enlever, on actionne le petit target de déverrouillage et hop, et ça s'en va. Et donc le branchement se fait tout simplement avec l'allume-cigare. Donc voilà, vous déroulez le câble et vous le branchez à l'arrière, voilà, de l'appareil. Et voilà, et après vous pouvez fixer ici. Donc après, pour la mise en marche, soit vous êtes effectivement sur le tableau de bord et quand vous mettez la clé de contact, l'allume-cigare est alimenté et il s'allume tout seul. Ou alors vous disposez d'un petit bouton à l'arrière qui vous permet de le mettre en marche ou de l'éteindre manuellement. Donc après c'est une configuration classique, hein. Soit vous affichez la carte et là vous savez où vous êtes, soit vous décidez d'aller à une adresse particulière que vous connaissez. Voilà, ça peut être vous pouvez choisir d'aller dans une ville sans forcément avoir d'adresse. Vous voulez aller à Bourg-en-Bresse par exemple, donc là vous allez saisir la destination. De deux choses l'une, soit vous y allez directement et vous fera l'itinéraire le plus court, ou alors vous tapez itinéraire et vous calcule 2 voire 3 itinéraires différents. Dans l'hypothèse où vous devez passer par une autoroute, il vous prévient qu'il y a une autoroute, donc il vous pose la question, est-ce que vous souhaitez prendre une autre route ou est-ce que vous souhaitez passer par autoroute. Voilà. Voir tout votre itinéraire en un seul écran. Vous pouvez dire, bah tiens, ça m'intéresserait de passer par ici, vous laissez le doigt appuyé dessus. Voilà. Et puis vous demandez d'y aller, soit de l'ajouter à l'itinéraire actif ou comme un nouvel itinéraire, etc. Voilà, donc vous l'ajoutez à l'itinéraire actif. Donc vous irez à Dizimieux en premier ou Crémieux, ou alors vous décidez, par exemple, vous dites tiens finalement je passe à Crémieux, ensuite je vais à Dizimieux, et là vous enregistrez et vous recalculez l'itinéraire de manière à ce que effectivement vous puissiez toc 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 toc. Donc quand vous faites une route, je pense que le plus sympa c'est d'éviter de faire un Crémieux, enfin de chez nous jusqu'à, je sais pas, Bordeaux. Donnez-lui des points un petit peu particuliers, parce que sinon il va vous faire des routes qui seront pas très très sexy. Voilà. Donc il faut plutôt faire des gros sauts de puce. En tout état de cause, si vous l'éteignez, si vous faites plein de choses, l'itinéraire restera sauvegardé. Donc dès que vous raffichez la carte, c'est l'itinéraire que vous avez proposé, avec les distances qui vous restent, enfin c'est un GPS classique, hein. Tant que vous n'avez pas arrêté la destination. C'est-à-dire que là, si vous arrêtez, par exemple, en cliquant ici, là, et que vous affichez la carte, par contre là maintenant vous avez perdu l'itinéraire que vous aviez programmé. Voilà. Mais tant que vous ne l'avez pas arrêté, il reste sur l'itinéraire qui était programmé. Dans les choses où aller, il y a des choses très pratiques. Il y a les ACSI par exemple, ce sont tous les campings, etc. qui sont agréés pour recevoir des camping-cars. Donc ça peut vous les donner, ça peut être assez pratique. Vous avez les MHV. Alors c'est ceux qui ont payé pour être dans le système, hein. Donc tous n'y sont pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des sites, des applications qui sont dédiées à ça, qui sont gratuites également. Google le fait très bien, vous mettez aire de service gratuite pour camping-car, en fonction de là où vous êtes, il vous trouve le bon itinéraire également et vous avez toutes les infos. Et puis il y a des choses qui sont très bien aussi, c'est que quelquefois quand vous allez sur les forums et tout, on vous donne des coordonnées GPS, donc là vous avez coordonnées, et là donc à vous de rentrer les coordonnées nord, les coordonnées est avec le bon format, voilà. Et donc voilà. Donc je pense qu'on a été assez complet, mais ça reste un GPS relativement classique. L'intérêt, c'est que c'est un GPS qui n'est pas connecté au réseau cellulaire. Donc même si vous n'avez pas de réseau téléphonique, le GPS lui fonctionnera toujours. Voilà. Bon. Donc avant le départ du véhicule, avant de reprendre la route, on s'assure que le véhicule est en toute sécurité. Donc les sièges sont verrouillés, que les tables sont rangées, que les boutons sont bien fermés, de manière à éviter d'avoir les tiroirs qui s'ouvrent pendant qu'on roule. Comme on l'a déjà vu, on met effectivement le frigo en position route, c'est-à-dire sur la position batterie. Pour le chauffage,
limite on coupe tout et on met en position 0, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de difficultés et de surprises, et on s'assure que les lanterneaux sont fermés. Nous avons fait un petit pense-bête que vous retrouvez dans la pochette, qui vous rappelle rapidement les choses à faire avant le départ, histoire de ne pas oublier. Pour la partie administrative, quand vous partez avec quoi? Copie de la carte grise du véhicule et l'attestation d'assurance du véhicule, qui est ce que connaît la gendarmerie en cas de contrôle. Donc c'est le document qui est conforme à l'étiquette verte qui est collée sur le pare-brise. Vous, l'assurance que vous avez, c'est une assurance qui est prise le temps de la location. Donc ce qui fait foi, c'est l'attestation d'assurance que nous allons signer ensemble, qui nous engage vis-à-vis de la Maïf. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer aux gendarmes, parce qu'ils veulent voir la correspondance de l'étiquette verte, mais c'est en aucun cas à utiliser en cas d'accident, d'accrochage avec le véhicule. Voilà. Ce que vous utilisez, c'est l'attestation d'assurance que nous allons co-signer ensemble. Si les gendarmes vous demandent qu'est-ce que vous faites dans ce véhicule, c'est le contrat de location que nous avons signé ensemble, qui fait foi. Voilà, ce sont les deux documents qui vous serviront au quotidien pour justifier de l'usage que vous avez de ce véhicule, et l'attestation d'assurance qui sera à utiliser, et notamment le numéro de contrat à utiliser en cas d'accrochage ou de sinistre. Vous retrouverez au dos de l'attestation d'assurance la procédure à suivre en cas de panne ou d'accident. Voilà. Sachant que, pour faire simple, c'est de prévenir Yescapa et de me prévenir également en tant que propriétaire du véhicule. Vous trouverez deux constats amiables, parce qu'on a eu des locations où un n'a pas suffi, donc voilà. Un petit récapitulatif avant de repartir, de penser à faire certaines choses qui vous rappellent les positions pour le chauffage, les positions pour les fenêtres, ce genre de choses. Donc là, vous trouvez également un petit laïus qui explique les différences qu'il y a entre stationner et camper en camping-car. Sachant que, pour faire simple, la notion de camping, qui est généralement interdit, et le camping sauvage également, c'est la notion de sortir la table, les chaises, le haut-vent, et de se sentir comme sur un camping. Donc ça, c'est interdit. Par contre, la notion de bivouaquer, d'arriver le soir, en fin d'après-midi, se faire son repas, sa nuit, son petit-déj et repartir le lendemain matin, généralement n'est pas interdit et beaucoup plus toléré. À vous de le faire en bon père de famille, de se mettre à des endroits qui ne sont ni dangereux, ni strictement interdits, ce genre de choses. Voilà. C'est souvent beaucoup de bon sens. S'il y a même des gens, ne pas hésiter de leur poser la question si vous pouvez rester pour la nuit, notamment quand il y a des riverains, des choses comme ça. Voilà. Vous trouverez au dos un petit pense-bête pour les sites internet qui permettent de localiser les aires de service adaptées. Ça vous permet notamment de faire des haltes techniques pour recharger, pour vider, qui peut des fois être bien pratique. Même si, je vous le rappelle, ce véhicule, vous pouvez partir facilement 3-4 jours sans vous poser de questions. Avant de nous restituer le véhicule, ce que vous devez faire, il n'y a pas grand chose à faire, à part nous le rendre avec le plein de gasoil et de vider si possible vos eaux grises et la cassette des WC. Voilà. Mais tout ce qui est le nettoyage, la désinfection, etc., nous nous en chargeons, puisque derrière le véhicule sera même en jachère sanitaire au minimum 30 heures. Voilà, un petit topo sur les chartes de respect. On respecte la nature, on évite les regroupements, là c'est tendance. On stationne dans des lieux appropriés. Et puis vous avez même également, je vais vous joindre un petit document propre à la situation liée au Covid.
Et puis un gros paquet de documentation, notamment la documentation puzzle, qui est faite en français, hein. Donc ils ont beau être allemand, ils l'ont fait en français, c'est très bien fait. C'est écrit dans le texte de tout ce que vous avez pu voir en vidéo. Donc voilà. Et puis également, voilà, les documentations propres au fourgon, donc la notice Citroën par exemple. Mais vous trouvez également toutes les notices individuelles, hein, l'autoradio, les WC, enfin voilà, donc ça ce sont les docs constructeurs, les docs du frigo, les docs du chauffage, enfin toutes les docs effectivement sont dans cette pochette puzzle. Et puis de toute façon, ne perdez pas à l'esprit que des fois un coup de fil vaut mieux qu'une grosse galère. Donc nous c'est des véhicules qu'on utilise, qu'on connaît parfaitement, que nous avons loué de nombreuses fois, donc on connaît les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous passer un petit coup de fil pour nous faire part de remarques, d'inquiétudes ou d'incertitudes. Voilà. Donc voilà, cette présentation et ce tour d'horizon du véhicule que vous allouez est maintenant terminé. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que c'était important que vous puissiez préalablement à la location voir un petit peu tout ça. Par rapport à la situation actuelle, ça permet également d'éviter les rapprochements, etc. Trop insistants, parce que dans un véhicule qui fait 6 mètres de long, 2 mètres de large, forcément circuler à 3 ou 4 dedans, c'est difficile de marquer la distanciation sociale. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route pour nous retrouver. On aura juste à faire les papiers, on vous laissera vous installer. Et puis voilà, vous n'aurez plus qu'à profiter de la liberté retrouvée et de pouvoir vous égarer au gré de vos découvertes. Voilà. En tous les cas, merci de nous avoir fait confiance et puis on a hâte de vous accueillir et on vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes vacances. Merci.